Et donc, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la quantification de la charge en sport individuel parce que je sais que tu es spécialisé dans le sport individuel et dans le sport collectif. Je trouvais que ça peut être deux sujets complètement différents parce que c'est pas du tout la même façon de travailler en sport individuel qu'en sport collectif. Du moins, il y a des différences. Et du coup, avant de commencer, j'aimerais savoir dans quelle discipline tu travailles ou tu as travaillé pour que les gens sachent un peu. Moi, j'ai travaillé dans les sports de neige, dans les sports de glace, en athlétisme, dans des sports comme le street workout. J'en ai fait beaucoup, mais que des sports individuels. C'est-à-dire qu'en 20 ans, j'ai jamais travaillé dans un sport collectif. Donc, je peux pas tous te les lister, mais j'en ai fait beaucoup pendant 20 ans et majoritairement dans les sports d'hiver. Mhm. Et avant de parler de quantification de la charge, ce serait important pour moi de définir ce qu'est la charge d'entraînement, à quoi ça sert, de la quantifier ou de la mesurer. Ouais, la charge d'entraînement, c'est l'ensemble des stimuli qui pèsent au sens propre comme au sens figuré sur l'athlète. Donc, tu vois, la charge d'entraînement, elle est liée, bah, comme son nom l'indique, à l'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries, de répétitions, le tonnage que tu soulèves en musculation. Ça, c'est le plus simple à quantifier, mais tu as aussi la charge d'entraînement qui est invisible, c'est-à-dire ce qui pèse sur les épaules de l'athlète, à savoir la fatigue liée à sa vie, tu vois, inhérente à sa vie privée, à son travail, tout ce qui pèse, tout ce qui peut impacter négativement ou positivement ces facteurs de récupération. Donc souvent, on se bloque sur les paramètres d'entraînement parce qu'au moins eux, on les maîtrise. Mais il y a tout ce qui est invisible, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation et la vie en général, quoi, hors sport. Et justement, ces paramètres-là, donc c'est un peu l'aspect aussi psychologique. Comment tu fais pour arriver à les mesurer ou les quantifier? Alors, la seule solution valable en plus de la connaissance humaine de ton athlète, qui est la première des conditions, c'est-à-dire que tu connais ton athlète mois après mois, tu le connais, donc tu as une vision de ce qu'il est globalement. Moi, je rajoute en plus à la connaissance de mon athlète humaine, je rajoute la variabilité de fréquence cardiaque, parce que c'est le seul indicateur physiologique objectif qui entraîne, qui te permet d'avoir un reflet en ligne, en direct, de tous les aspects qui pèsent sur la personne, mentaux, physiques, etc. Donc j'utilise la variabilité de fréquence cardiaque, la VFC ou le HRV en anglais. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe et subtil à maîtriser. J'ai une formation en ligne qui s'appelle la VFC pour apprendre à utiliser pour soi-même ou pour ses athlètes la variabilité de fréquence cardiaque. Mais c'est le seul indicateur que j'utilise qui arrive à tout regrouper, en plus de la connaissance humaine de mon athlète, ce qui est le plus important. Et ça, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques là-dessus? Parce qu'on a vu ça un petit peu au cours. Et si je ne me trompe pas, il faut justement qu'il y ait une variabilité et que s'il n'y en a pas, ça veut dire que là, on est dans une phase un peu de surentraînement ou un petit peu dans le rouge. Donc, c'est important d'avoir cette variabilité. Mais ça n'avait pas l'air très, très sûr. On n'est pas encore sûr à 100% de ce Ouais. paramètre-là. Il y a quand même maintenant beaucoup de preuves scientifiques de l'utilité de la variabilité de fréquence cardiaque. Mais ça reste un sujet où tu vas avoir des controverses, comme tous les sujets en fait intégratifs, c'est-à-dire qui intègrent tous les aspects de la vie. C'est extrêmement compliqué à avoir un consensus scientifique total parce que ça intègre tous les aspects de la vie. Mais maintenant, il y a quand même un gros paquet d'études sur le sport et surtout sur le sport de haut niveau qui sont solides. Tu vois, Laurent Schmitt a beaucoup travaillé en France dessus, Grégoire Millet beaucoup aussi en Suisse. Donc, c'est deux personnes qui font référence et qui ont beaucoup publié. Mais eux te diraient, je parle pour eux, te diraient la chose suivante. La VFC est une aide à la décision. C'est-à-dire que c'est en aucun cas quelque chose qui passe par-dessus ton expertise. En fait, tu as ton expertise, ta connaissance de ton athlète. Et pour t'aider à choisir tes contenus d'entraînement, s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, la VFC est là pour t'indiquer des informations en plus et t'aider à choisir. Mais c'est en aucun cas, si tu veux,
l'ordinateur qui va te donner la vérité absolue. Il t'aide à choisir. Ouais, non, clairement. Ouais, puis après, il faut passer par beaucoup de communication avec son athlète aussi, je pense. C'est pas Bien juste sûr. allez, des trucs informatiques qui vont aider. Le relationnel est hyper important. Je l'ai bien Et dit et je le redis. Ce qui est en un, c'est la connaissance humaine de ton athlète. Parce que pendant des décennies ou des siècles, les entraîneurs s'occupaient de leurs athlètes sans ordinateur et sans technologie, hein, et ils étaient loin d'être plus bêtes que nous et ils obtenaient des résultats. Donc la technologie vient renforcer la connaissance humaine, mais vient pas la remplacer. Attention, attention. ouais, c'est bien Et de le puis rappeler. indépendamment de tout ça, ouais, bien sûr. Indépendamment de tout ça, il faut aussi se dire la chose suivante, c'est que on a des choses vraiment simples pour quantifier au moins ce qui se passe à l'entraînement. Et ce que ne font pas tous les entraîneurs ou pas tous les athlètes, c'est-à-dire ton carnet d'entraînement, qui soit sous forme papier comme avant ou sous forme électronique comme maintenant, monitorer tout ce que tu fais à l'entraînement, c'est déjà énorme et ça te permet de voir tout ce qui se passe à l'entraînement. Et ça, déjà, les gens ne le font pas. Mhm. Et justement, toi, comment tu quantifies cette charge? Quelle variable tu utilises? Je sais qu'il y a plein de Mhm. méthodes différentes. Le trim, par exemple, c'est assez connu. Après, il y a des limites aussi parce que, par exemple, dans le cas du trim, volume fois intensité, on pourrait obtenir la même valeur, mais avec un gros volume et une faible intensité, ou une grosse intensité et un faible volume, mais qui n'a pas le même impact sur l'athlète. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu utilises, Alors, toi? déjà, moi, j'utilise trois variables, tu vois, qui nous permettent de couvrir assez bien les choses. Un indicateur de volume d'entraînement, un indicateur d'intensité de l'entraînement et un indicateur de complexité des exercices réalisés. Parce que tu vois, par exemple, 10 séries de 10 répétitions en mollet versus 10 séries de 10 répétitions en squat complet, c'est toujours 100 répétitions. Enfin, t'imagines bien que la conséquence en termes de charge d'entraînement et de fatigue est sans commune mesure entre les mollets versus les squats. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai rajouté dans mon analyse la complexité des mouvements. Et en fait, moi, j'exclus de mon analyse tous les mouvements monoarticulaires qui impactent peu l'organisme, parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Déjà, il y a trop d'indicateurs après. Donc, je garde les mouvements polyarticulaires que je considère comme étant centraux dans l'activité en question. Voilà. Déjà là, tu fais le tri et tu gardes. Alors, si c'est un sport qui fait travailler tout le corps, tu gardes tous les mouvements polyarticulaires dans le pattern d'accroupissement, toutes les flexions, dans le pattern de poussée du haut du corps, tous les mouvements de répulsion et tous les mouvements de tirage dans le haut du corps. Donc, pousser, tirer, s'accroupir. Les mouvements polyarticulaires, déjà, ça te filtre une grosse partie des mouvements. OK. Ensuite, pour le volume d'entraînement, maintenant, le volume d'entraînement, il y a plusieurs façons de le quantifier. Moi, je quantifie le nombre de séries, le nombre de séries de tous ces mouvements-là, d'accord, polyarticulaires, que ce soit par séance, puis après par semaine, par cycle, par mois, par année, par tout ce que tu veux. C'est facile avec les tableurs, hein. Ça, tout s'additionne automatiquement si tu mets une formule toute bête d'addition. Et le nombre de séries des mouvements qu'on vient de citer, bah, ça te donne une bonne information du volume d'entraînement. Après, il nous reste l'intensité à mettre en exergue. Alors, l'intensité, il ne faut pas se tromper. L'intensité, c'est le pourcentage de 1 RM, c'est-à-dire 1 RM, c'est 100% de ta production de force. D'accord? Donc, l'intensité que je mesure, c'est les pourcentages de 1 RM. Soit le pourcentage pur et dur, si vous travaillez avec des pourcentages, soit j'utilise, moi, la moyenne des répétitions. Parce qu'en fait, si tu as une moyenne des répétitions de la semaine à 6,2, tu vois, et alors que la semaine d'avant, tu avais une moyenne des répétitions de 8,3, tu te rends bien compte que plus tu te rapproches de 1, plus tu te rapproches de une répétition, plus l'intensité est grande parce que plus tu te rapproches de 1 RM. Donc en prenant la moyenne des répétitions, tu as une bonne information sur l'intensité. Donc voilà, tu couvres tout, enfin tout. On couvre jamais tout, mais tu couvres beaucoup de choses avec le nombre de séries accumulées, c'est l'indicateur de volume, la moyenne des répétitions, l'indicateur d'intensité, et la complexité des mouvements avec les mouvements polyarticulaires uniquement. Et du coup, quand tu quantifies cette charge, ben, toi, évidemment, c'est la partie préparation physique. Est-ce que tu collabores avec l'entraîneur de l'athlète en question pour justement savoir, en te disant, toi, tu as droit à cette charge d'entraînement pour l'athlète pour que sur sa semaine ou sur son cycle,
il soit dans le bon? Par exemple, j'ai bossé une Olympiade en natation. C'est typiquement ce qu'on faisait. Par exemple, en début de préparation, il me disait, là, dans l'eau, il va avoir un faible volume de travail. Il va nager peu de kilomètres. Donc, toi, tu as de la place en musculation pour travailler beaucoup. Et à d'autres moments, tu me laisseras la main, c'est-à-dire que tu feras un volume de musculation plus faible parce qu'il aura beaucoup de travail dans l'eau. C'est sûr que si tu fais que ton truc dans ton coin, côté prépa physique, et puis que de l'autre côté, ils font ou l'inverse de toi, ou pareil que toi, dans les deux cas, ça ne peut pas marcher parce que si tu vas dans le même sens, si tous les deux on augmente le volume d'entraînement en même temps, pendant des semaines, tu vas exploser. Donc oui, ça implique que tu aies une connaissance au moins globale, tu vois, de ce qui se passe en technique et en tactique, en côté entraînement, pas que côté prépa physique, quoi. Et quand tu quantifies, par exemple, si tu accompagnes un athlète qui vise les Jeux Olympiques, est-ce que tu quantifies ta charge sur une année, sur plusieurs années? Est-ce que tu l'adaptes sans cesse, pas au quotidien, mais régulièrement? Enfin, comment tu fais ces adaptations-là? Les adaptations, moi, je les fais semaine par semaine, en clair. Je donne souvent le plan pour une semaine. J'ai dans l'idée qu'on va le garder plus qu'une semaine, bien sûr, mais je le donne pour une semaine et on adapte le volume et l'intensité semaine par semaine à l'intérieur d'un cycle. Et Ok. après, je change de cycle quand je considère avec le staff technique et l'entraîneur et l'athlète, pardon, quand on considère qu'on est arrivé au bout du cycle, à ce moment-là, on change de cycle. Et justement, comment savoir quel seuil optimal mettre dans la charge? Comment savoir quand on augmente la charge, à quelle vitesse on l'augmente? Est-ce qu'on va plus augmenter le volume? Est-ce qu'on va plus augmenter l'intensité? Comment savoir un peu comment faire varier cette charge? Alors là, c'est une réponse qui n'est pas très satisfaisante, mais c'est pourtant la réalité. Il y a des athlètes qui supportent bien mieux l'augmentation de volume d'entraînement, c'est-à-dire des séances plus longues, plus de séries, et d'autres qui supportent bien mieux l'augmentation d'intensité, c'est-à-dire en clair, plus de charge, plus de pourcentage de 1RM. Et d'autres athlètes sont hybrides. Donc après, ça va dépendre de la typologie de ton athlète. Est-ce qu'il supporte mieux le volume d'entraînement ou l'intensité? Tu as aussi une troisième catégorie d'athlètes qui supportent un petit peu mieux la variété. Ils ont besoin de beaucoup de variété d'entraînement pour supporter l'entraînement. Donc là, on en revient à notre introduction de tout à l'heure. Si tu n'as pas une connaissance relativement fine de ton athlète, tu ne peux pas te dire, ah ben, je vais augmenter d'abord le volume, toujours, puis après l'intensité. Tu vois, c'est ce qui paraîtrait un peu intuitif. Tu vois, tu dis d'abord plus de travail, puis après plus d'intensité, ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein. Mais seulement, il y a des athlètes qui supportent mal une augmentation de volume, mais qui supportent très bien une augmentation d'intensité. Donc, ça implique la connaissance de ton athlète. Donc, au début, quand tu ne le connais pas, ben, tu tâtonnes tout simplement, hein. Et c'est pas ni un gros mot, ni une preuve de professionnalisme limité. C'est juste que tu tâtonnes tant que tu sais pas comment ton athlète réagit aux charges d'entraînement que tu lui proposes, tout simplement. Et du coup, justement, ouais, c'était ma question, c'est tu pourrais prendre quand même, ça prend un peu de temps de tester pour réellement comprendre l'athlète. Ça se fait pas en 2, 3 semaines que tu arrives à comprendre dans quel type il est. Non, mais au début, tu prends pas de risque. Tu peux pas te tromper. De toute façon, si tu y vas tout doucement au début, ça va te laisser le temps et à l'athlète et à toi de faire connaissance. Et au bout de quelques semaines, tu auras les informations. Mais que ce soit un athlète qui réponde bien au volume ou bien à l'intensité, dans les deux cas, tu as une marge de manœuvre. C'est-à-dire, tu peux très bien augmenter un petit peu le volume. Il n'y a aucun athlète qui ne supporte pas une augmentation légère de quelque chose. Il faut juste pas taper dessus avec un gros marteau, quoi. Et si tu y vas Mhm. tout doucement, euh, tu tâtonnes les premières séances, les premières semaines, et puis très rapidement, tu auras tes réponses. Surtout si tu utilises des indicateurs du système nerveux comme la VFC, tu vas vite avoir des retours chiffrés en plus de ta connaissance euh, humaine de ton athlète. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter non plus, hein. Ouais. Et maintenant, en termes souvent on parle de périodisation linéaire ou non linéaire, donc ondulatoire. Enfin, comment toi tu travailles? Est-ce que tu pourrais les définir brièvement pour que les Hmm. gens sachent Ouais. de quoi ça Alors, parle? d'abord, si les gens veulent aller beaucoup plus loin, sur YouTube, j'ai fait une vidéo pour l'INSEP. C'est une vidéo sur le site de l'INSEP. Si tu mets dans YouTube Bollier INSEP, tu vas trouver une conférence filmée qui m'a été demandée par l'INSEP où je détaille tous les modèles de périodisation. Donc, allez voir, mettez Bollier INSEP et vous verrez
cette jolie vidéo de l'INSEP. Mais pour faire simple, la périodisation linéaire, c'est la périodisation en bloc, c'est-à-dire un bloc, par exemple, d'hypertrophie, ensuite un bloc de force max, ensuite un bloc de puissance. C'est l'organisation traditionnelle en Europe. Et puis, tu as la périodisation non linéaire ou ondulatoire, où, par exemple, dans la semaine, tu as et de l'hypertrophie, et de la force endurance, etc. Et tu mélanges tout, mais pas n'importe comment. Donc, pour faire simple, c'est ça. Les deux modèles sont très bons, ont fait leurs preuves dans une multitude d'activités. C'est juste que la périodisation linéaire par bloc, elle convient très bien aux sports individuels qui ont peu de compétition, comme l'athlétisme, la natation, où tu as beaucoup de temps devant toi sans compète. Dans les sports collectifs, où tu as un match tous les week-ends, tu ne peux pas t'amuser à faire des blocs uniques d'une seule qualité, parce que l'athlète, il doit être opérationnel très, très, très souvent. Donc en fait, les deux modèles sont bons, c'est juste qu'il y en a qui correspondent mieux au sport individuel à calendrier limité, et l'autre au sport collectif à calendrier chargé. Mhm. Et justement, en sport de haut niveau, on est obligé de pousser les athlètes jusqu'à leur limite tout en ne dépassant pas cette limite. Justement, comment on fait pour ne pas tomber dans ce surentraînement ou justement causer des blessures? Comment savoir où se situe la limite? Est-ce qu'il faut faire des tests régulièrement durant la saison, que ce soit, je sais pas moi, des tests de sprint, de saut, voir si ses performances sont stables ou faire des tests plus physiologiques, entre guillemets, en labo ou quoi? Ben, sans parler de tests physiologiques en labo, si tu fais un suivi hebdomadaire de la variabilité de fréquence cardiaque, comme je l'enseigne dans ma formation, la VFC, tu peux normalement limiter très fortement le risque de surentraînement. Et donc, tu peux avoir les plus grandes charges d'entraînement possibles en étant à la frontière de ce que l'athlète est capable de supporter en toute sécurité. Donc, sans dire de faire des tests très poussés, la VFC, ce qui est déjà pas rien, qui prend plusieurs minutes de tests par semaine, tu as une bonne information en direct, sans avoir à attendre que la catastrophe soit produite pour te reposer après, quoi. L'idée, c'est d'anticiper les emmerdements, c'est pas d'attendre qu'ils arrivent. Donc, la Mhm. VFC, déjà, te sort énormément euh, une épine du pied. Et puis, vu que tu l'as fait, moi, je l'ai fait à la fréquence d'une par semaine, en une semaine, il peut pas se passer une catastrophe, quoi, tu vois. Tu peux pas basculer en une semaine euh, d'où tout va bien et tout va mal, tu vois, ou très rarement. Donc, en fait, comme ça, t'évites. Si tu fais des tests qu'une fois par mois, en un mois, il peut se passer des catastrophes, tu vois. Tandis qu'à l'échelle de la semaine, j'ai rarement vu des catastrophes arriver à l'échelle d'une semaine. Et est-ce que tu fais aussi des questionnaires sur allez, type POMS ou même du RPE pendant tes séances ou Non. c'est vraiment focus que sur la variabilité cardiaque? Ouais. Non, j'ai essayé pendant une Olympiade, je faisais le test de Hooper. Ça m'a bien, bien cassé les couilles. Ça a cassé les couilles à tous les athlètes. En fait, les RPE, les tests psycho qu'on fait tous les jours, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on dit en ce moment, parce que tout le monde t'en parle, moi, j'ai eu que des mauvais retours parce que c'est trop contraignant au quotidien, trop automatisé, c'est-à-dire que les athlètes, ils te répondent en même temps qu'ils sont en train de prendre leur douche. Ils répondent comme des robots, pas toujours, mais souvent. En plus, il se passe le problème qu'on a beau dire, on a beau faire, ils savent très bien ce que tu vas en faire. Donc, s'il y a des problématiques de type ah oui, mais si je dis que je suis fatigué, je ne vais pas jouer ce week-end, ah, explique-moi comment tu contrebalances la chose. Donc, non, pour toutes ces raisons, j'ai abandonné les RPE et tous les tests quotidiens de ce type-là. Je préfère connaître mon athlète, le regarder dans le blanc des yeux et voir comment ça va et lui faire passer sa VFC. Et comme ça, je trouve que c'est un meilleur compromis que l'emmerder tous les jours avec des tests où Et il va c'est répondre comme une machine. plus objectif aussi comme façon de faire, Bah, tu as quoi. la partie subjective avec la connaissance de ton athlète, hein, ça c'est subjectif, hein, et la partie physiologique avec la VFC. Voilà, tu as les deux casquettes. Il ne peut pas t'en manquer une. Si tu en manques une, tu perds, j'allais dire 50% de la vérité, mais peut-être. Ouais. Mhm. Donc il te faut les deux. Mais voilà, tu es dans le subjectif à fond, c'est la connaissance humaine de ton athlète, et tu es dans l'objectif à fond, c'est la VFC. La VFC, il ne peut pas tricher. Donc voilà. Et toi qui es en sport individuel, Euh, est-ce que tu es pour ou contre l'affûtage? Je sais qu'il y en a qui sont pas spécialement pour l'affûtage. Peut-être aussi vite fait expliquer qu'est-ce que c'est. Et si tu es pour, comment tu le mets en place, pendant combien de temps, sur quels paramètres tu joues, un peu pour savoir. L'affûtage,
C'est un comportement à l'entraînement qui implique de limiter la charge d'entraînement pour faire apparaître le fameux pic de forme qui n'existe pas vraiment, c'est plutôt un plateau qui apparaît, ce pas un pic qui dure 5 minutes. Donc c'est en fait couper des paramètres d'entraînement très brusquement, ou pas d'ailleurs, pour faire apparaître un pic de forme le jour des Jeux Olympiques. Voilà l'exemple caractéristique. Donc oui, l'affûtage, je l'utilise beaucoup, avec beaucoup de succès. Il y a deux façons de faire de l'affûtage. Un affûtage très rapide et très brusque. En quelques jours, tu coupes très brusquement certains paramètres d'entraînement. Et un autre, un affûtage plus long, en plusieurs semaines, dans des sports extrêmes comme la natation, par exemple, où ils s'entraînent à des volumes monstrueux. Tu as besoin de faire un affûtage sur plusieurs semaines. Je te parle à très haut niveau, pour, pour désengorger la charge d'entraînement. Voilà. À part dans des sports monstrueux comme ça, en termes de charge d'entraînement, souvent les affûtages courts et brusques fonctionnent très bien. Voilà, pour répondre à ta question. Quand tu dis cours et plusieurs semaines, ça, c'est plus ou moins combien de temps? Environ, ça peut aller. Moi, j'en ai vu de 15 jours, 3 semaines en natation avant l'épreuve. Et court, c'est une semaine, un peu plus, un peu moins, de 7 jours. Et du coup, tu fais aussi, parce que je sais que l'affûtage, souvent, on dit que c'est diminuer le volume quand même de manière intense, mais tout en gardant l'intensité et ne pas baisser l'intensité durant ce volume qui est réduit, quoi. Je ne vais pas dire tous mes secrets, mais pour l'affûtage court, je coupe effectivement le volume d'entraînement très brusquement et je maintiens l'intensité, voire je l'augmente légèrement, légèrement. Et comme ça, tu vois apparaître des pics de forme très nets, très marqués et assez faciles à maîtriser. Alors, par contre, ce que je conseille aux gens, c'est de s'entraîner avant, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un affûtage à l'aveugle le jour des Jeux Olympiques. Alors, je prends toujours un exemple caricatural, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est classer les compètes. Tu vois, tu sais que ton gars, il va avoir 10 compètes. Il y en a 3 majeures, 3 importantes, et 7 mineures. Ok. Ben, tu t'entraînes pour l'affûtage sur les compètes pas importantes pour essayer de trouver le nombre de jours à partir duquel l'affûtage réussit en termes d'allègement de la charge d'entraînement. Et voilà, tu sais que ton athlète A, il a besoin de X jours d'affûtage pour être opérationnel, l'athlète B, Y jours et l'athlète C, Z jours. Ah, c'est Voilà, tu t'entraînes intéressant. sur les compètes mineures. Tu vas pas, voilà. L'erreur, c'est de dire l'affûtage, c'est 8 jours de 33% en moins pour tout le monde. Vas-y, mon gars, tu vas voir, ça marche. Ça voudrait dire qu'on est tous pareils. Tu vois. C'est à peu près aussi con de dire les cycles font 4 semaines. 4 semaines. C'est-à-dire 4 semaines pour moi, pour toi. Et puis 4 semaines, c'est quoi? C'est combien de séances par semaine? C'est une par semaine? C'est une par jour? C'est deux par jour? Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont répétés, qui n'ont pas trop de sens, en fait, qui ont un sens en moyenne. Tu vois. Souvent, les cycles font 4 semaines. En moyenne, ça marche. Mais moi, j'ai des athlètes qui restent plusieurs semaines sur un même cycle. D'autres, au bout de 2 semaines, il faut s'arrêter parce qu'ils explosent. Donc, voilà, soyons un peu plus précis que ça, quoi. C'est ouais, c'est encore le principe de la préparation physique, comme quoi il faut réellement individualiser son suivi, sinon on a des bases, mais ça marche pour une personne, mais ça marche pas du tout pour une autre, et inversement. Donc tu dois évidemment connaître, comme tu disais, ton athlète et adapter ta manière de l'entraîner en fonction de lui, et pas. C'est ce qui pose le plus de problèmes aux jeunes entraîneurs et aux étudiants. Parce que parfois, dans un cours, ils vont entendre que l'affûtage, c'est comme ci, comme ça, moi, ça marche. Et puis le gars qui te le dit, il te le dit en bonne foi, ça marche pour lui comme ça. Mais il te dit pas que lui, il entraîne, par exemple, des nageurs de niveau national. Et puis tu as un autre mec qui va venir faire un cours qui fait, non, non, moi, l'affûtage, c'est comme ci, comme ça. Putain, ça ressemble pas du tout à ce que l'autre prof t'a dit. Mais normal, il entraîne des footballeurs de niveau international. Qu'est-ce que tu veux comparer des pommes et des poires, quoi, tu vois? Et puis de dire, ça a le même goût. Non. Donc les étudiants, il ne faut pas qu'ils se sentent, ou les jeunes entraîneurs, il ne faut pas qu'ils se sentent perdus parce qu'on leur dit blanc ou noir. Au contraire, ça veut dire qu'il y a une diversité dans les réponses et que certes, il y a des moyennes, c'est-à-dire que tu ne fais pas un affûtage sur 6 mois, personne ne va te le dire, mais il y a une moyenne et à partir de cette moyenne, il y a un grand, grand écart type, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence suivant les gens. Et je terminerai en disant qu'il y a une grande différence en fonction de l'avancée dans le niveau. Plus tu es au top mondial, plus tu entraînes des mutants et plus c'est hors cadre. Plus tu es dans l'entraînement de niveau plus faible, plus effectivement les normes fonctionnent bien. Et quand tu entraînes des mutants, et pour être champion olympique, tu es un mutant, bah là, si tu sors ton livre et tu lis page 2, les recommandations, puis page 3, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire du tout.
Ben, nous, je pense que l'affûtage, ouais, c'était entre, si je dis pas de bêtises, entre 4 et 28 jours. Donc, ça laisse quand même Ouais, une fourchette énorme. tu Donc, vois, 88 jours, ça peut aller jusqu'à 7 fois 4, 28. Ouais, c'est 7 fois le volume. ouais, mais ça Donc, tu vois, montre que c'est de ça a pas de l'adaptation, sens. quoi. Ouais, Si, ça a du sens dans une seule réflexion. Ça a du sens qu'il n'y a pas de, il y a pas de loi universelle. De 4 à 28 jours, tu vois, c'est- autant rien dire, quoi. ouais, Tu vois, ouais. ou presque. Mais ceci étant, c'est vrai, c'est peut-être de 4 à 28 jours. Tu fais quoi avec ça? Tu fais 4 ou 28? Ou tu vas au milieu, tu te dis, allez, 32, 16. Allez. Ah, Et ma dernière question, ce serait justement, c'est un peu en lien avec tantôt quand tu parlais de, tu connais pas encore l'athlète et tout ça. Est-ce que parfois pour toi, ou même quand tu es préparateur physique débutant, est-ce qu'il faut essayer des choses au risque de se tromper ou toujours se baser sur la littérature scientifique? Un peu ton avis là-dessus, parce que des fois, quand on arrive dans le métier, ben, comme tu dis, on a reçu tellement d'informations, on ne sait pas trop où se situer et tout, qu'il faut faire nos propres tests au risque de faire plein d'erreurs, où il faut se dire, OK, cette étude, méta-analyse, donc c'est que c'est quand même assez fiable, je pars là-dessus. ok. Alors moi, j'ai 20 ans d'expérience et je me suis rendu compte de la chose suivante. Plus tu débutes, plus tu t'appuies sur la science et la recherche parce que tu n'as pas d'expérience. Plus tu as d'expérience, plus tu as la capacité à limiter le risque d'erreur en te détachant de la littérature scientifique. Donc en résumé, plus tu débutes, plus tu t'accroches au livre, plus tu t'accroches à la science, ce qui est logique puisque tu n'as pas d'expérience. Et plus tu as de l'expérience, plus tu as la possibilité de dire non pas la science est de la merde, mais de dire je connais la science, je l'ai beaucoup étudiée, mais je sais qu'il y a des applications de terrain particulières en fonction de mon public et du contexte. Donc, je m'en, je m'en extrais parfois. Et dernier point, plus tu te rapproches du haut niveau, plus la science, tu peux la mettre à la poubelle. J'exagère, ça fera une bonne punchline. Euh, en fait, plus tu entraînes des mutants, moins tu as de chances d'avoir des études scientifiques sur un mutant. Ah, c'est ça que ça veut dire. Parce que les mutants, ils n'ont pas de place et pas de temps à accorder à des études scientifiques, tu vois. Et quand c'est le cas, quand tu vois des études où il y a par exemple 10 athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques, je veux dire, tu en vois une tous les 10 ans des études comme ça. La plupart du temps, c'est 10 pimpins qu'ils ont chopés à la fac et qui sont déjà bien gentils de venir. Et souvent, c'est des étudiants. Et tu fais l'étude là-dessus, et puis tu as des résultats, et puis après, tout le monde prend ses résultats sur 10 pimpins de la fac, et ils vont te le généraliser aux autres pimpins, aux champions, dans tous les sports. Et non, non. La plus grosse erreur, et c'est ce qu'il faudrait que les gens se mettent dans la tête, c'est que les études scientifiques en sport appliqué sont obligatoirement faites sur un petit effectif. C'est normal, parce que tu te dis, tu ne trouves pas des champions à tous les coins de rue. Donc, tu en as peu. Donc, ça, c'est pas mal, c'est juste que tu n'as pas le choix. Tu n'en as pas partout. Donc, tu as peu d'effectifs. Donc, quand tu as peu d'effectifs, ça veut juste dire qu'avant d'être généralisé et universalisé à tout le monde, il t'en faudra pas une d'étude sur 10 pimpins, il t'en faudra 2, 3, 4, 10. C'est pour ça qu'après, il y a des méta-analyses ou des revues de la littérature qui regroupent toutes ces études, qui mettent ça dans un shaker et qui te sortent un résultat global, qui est même pas toujours bien terrible parce que des fois, ça se neutralise entre elles, les études. Donc voilà, moralité, tu t'appuies sur la science, mais tu fais bien gaffe au public qui est pris dans l'étude, et tu fais gaffe à ton public à toi. Tu prends des pincettes, et ce que tu fais, quand tu as un doute, au début, tu as plein de doutes, tu le fais déjà sur toi. Déjà. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs tellement débiles dans certaines études que quand tu le fais sur toi, tu n'y arrives pas. Alors, tu risques pas de te le faire faire à tes athlètes. Donc, tu prends pas tes athlètes pour des cobayes. Tu vois. Se tromper, c'est bien. Enfin, se tromper sur les athlètes qui nous font confiance, c'est pas bien du tout. Donc, autant déjà se tromper sur soi. Déjà, tu enlèves une grosse partie des emmerdements. Et après, tu testes doucement sur tes sportifs. Ouais. Ouais. Bah, un bon message. Ouais, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'au final, toutes les études ne sont pas faites sur des grands champions. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y en a peut-être une minorité qui a réalisé sur des athlètes de très, très haut niveau. Donc évidemment, c'est ça qui est dur aussi, quoi. Arriver à Ça se l'est. détacher et savoir quoi prendre, qu'est-ce qui est bon à prendre. Donc au final, ça qui est bien, c'est partager
comme des échanges avec toi, tu as ton expérience et tu la partages. Et c'est pas, enfin, d'office, tu as lu des études scientifiques aussi, mais c'est pas une étude ou telle étude, c'est l'expérience de la personne qui a accompagné des athlètes et donc qui sait de quoi il parle. Et ça, c'est ça que je Voilà. trouve C'est pour ça enrichissant. que les réseaux sociaux peuvent être une arme incroyable dans ta formation, parce que si tu suis des vrais comptes de vrais entraîneurs qui mitonnent pas du matin au soir, qui te font voir ce qu'ils font avec leurs athlètes, tu vas voir ce qu'ils font avec leurs athlètes. Si tu suis 10 comptes de 10 vrais entraîneurs qui te font voir vraiment ce qu'ils font, tu vas recouper un peu les informations parfois. Et tiens, tu vas avoir 10 chouettes comptes Instagram, ton expérience, tes études. Putain, là, déjà, tu es déjà plus armé euh, que n'importe qui d'autre pour prendre une décision. Et après, si tu testes en plus sur toi avant de balancer la sauce sur tes sportifs, là, tu as sacrément filtré les emmerdements. Là. Et puis, ouais, j'invite vraiment les gens à prendre le maximum d'informations, mais de personnes qui ont arpenté le chemin. Et pour savoir si les personnes ont arpenté le chemin, c'est pas compliqué. Tu vois, je vais prendre un exemple qui n'est pas le mien pour une fois. Aurélien Broussal, il se cache pas, il se fait voir en train de coacher des judokas, jour après jour, année après année. Il se cache pas, il n'invente pas euh, des trucs. Fred Marceroux, qui a entraîné du rugby pendant 20 ans de sa vie ou 15, on l'a vu avec ses rugbyman coachés. Okay. Quand un mec te dit, ouais, moi, tu sais, j'entraîne plein de champions, hein. Mais attention, je peux rien dire parce que tu vois bien. Et moi, en 20 ans, j'ai entraîné 31 athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques. Il y en a un qui a refusé que je communique sur ce que je faisais avec lui. Un en 20 ans sur 31 athlètes. Arrêtez les gros mythos, les mecs. Arrêtez. Les gens qui arpentent le chemin, ils se cachent pas. Point barre.